7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Il y a 62 ans, jour pour jour, l'Algérie devenait officiellement indépendante. Après de longues années d'une guerre cruelle entre la France et les nationalistes algériens, largement réunis sous la bannière du FLN, l'Algérie déclarait son indépendance et pouvait voir le drapeau du FLN flotter sur tout le territoire. Cette indépendance est toujours un marqueur fort en Algérie, puisqu'une fête nationale existe encore de nos jours pour commémorer cet événement. Symbole du décolonialisme, de la libération, du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes pour certains, de la trahison et de la fin d'un monde pour d'autres, la guerre d'Algérie marque pour tous un déchirement. Mais ce déchirement, bien que vieux de maintenant 62 années, est toujours actuel. Et c'est pour en parler que nous recevons aujourd'hui Ramut de Belsize, professeur de droit en université et auteur de La déchirure sur les derniers instants de l'Algérie française aux éditions Ballan. Bonjour Ramut de Belsize. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir à Radio Courtoisie. C'est pour moi une grande joie et je ne peux pas m'empêcher en venant ici de penser évidemment au créateur de Radio Courtoisie, Jean Ferré, dont l'un des grands combats a été l'Algérie française et qui a été interné au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard pour son combat pour l'Algérie française. Et c'est le créateur de là où nous sommes. Et encore merci de me recevoir. Merci à vous. Alors pourquoi écrire un livre sur la guerre de l'Algérie plus de 60 ans après ? A-t-on un certain devoir de mémoire envers toutes les personnes qui ont pris part à la guerre d'Algérie et l'indépendance ? Alors, un devoir de mémoire, j'aime pas tellement ce mot, parce que si c'est un devoir, c'est une obligation. Il n'y a pas un devoir, il y a un respect pour ce qui s'est passé. Et puis, il y a des enseignements qu'on peut tirer, évidemment, de cette guerre d'Algérie. Donc, aujourd'hui, 5 juillet 1962, 5 juillet, l'indépendance, elle est proclamée le 3 juillet 1962. Et le 5 juillet, c'est le transfert de souveraineté. C'est d'où la fête de l'indépendance en Algérie. 5 juillet, dès le départ, cette indépendance qui devait bien se passer, elle se passe mal. Pourquoi ? Parce que c'est le massacre d'Oran, c'est pas très clair, mais très probablement un groupe minoritaire du FLN qui massacre aux alentours de 700, 800, on n'a pas les chiffres exacts, pieds noirs dans la ville d'Oran pour faire comprendre aux Européens d'Algérie qu'il faut partir en dépit des accords d'Évian, immédiatement. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre ? Eh bien, d'abord, pour louer le combat des partisans de l'Algérie française, de ceux qui se sont opposés, qui ont dit non au général de Gaulle en dépit des promesses qui avaient été faites, pour rappeler que c'est pas toujours facile de dire non dans une carrière, pour rappeler également la mémoire de ces pieds noirs dont vous avez rappelé le souvenir. Alors ces pieds noirs, c'est qui ? C'est des Français essentiellement, c'est des Italiens, des Espagnols, des Maltais, des Juifs, un petit peu d'Allemands, et qui très rapidement, très brutalement, en quelques mois, un peu plus d'un million de personnes qui devront devoir quitter l'Algérie. Alors juste une remarque, vous avez parlé on parle de l'indépendance de l'Algérie, me semble-t-il, l'un des grands échecs de cette période. Ça se passe mal, bien entendu, mais que c'est pas simplement l'indépendance de l'Algérie. 3 mois plus tôt, au moment des accords d'Évian, le général de Gaulle, cédant aux exigences du FLN, a rattaché le Sahara, c'est-à-dire 80% de l'Algérie actuelle, il l'a rattaché à l'Algérie. Et donc c'est l'indépendance de l'Algérie et du Sahara. Et du jour au lendemain, le général de Gaulle a créé le plus grand pays d'Afrique en acceptant la réunion de ces 2 territoires qui n'avaient jamais été réunis auparavant. Monsieur de Belsize, vous avez parlé de la force et de l'importance de savoir dire non. Et dans votre livre, vous analysez le cheminement et la réflexion des généraux putschistes. Et en fait, ça renvoie à la question de l'obéissance et de la désobéissance. Par exemple, que l'on soit civil ou militaire, que faire si un ordre est donné et qui est manifestement illégal ? Vous êtes professeur de droit. Et s'il va à l'encontre des intérêts de la France, s'il est en contradiction avec notre conscience ou notre honneur ? Voilà. Une très grande et une très belle question. Avant de vous répondre avec des éléments juridiques, d'abord des éléments, je dirais, plus moraux, c'est que c'est toujours un moment très difficile et qu'il faut avoir du courage pour dire non. On est dans une bureaucratie, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, que ce soit Radio Courtoisie, qu'elle soit médiatique. Et on se meut, on se déplace à l'intérieur de cette bureaucratie, de cette hiérarchie.
Et c'est jamais facile de dire non au nom de sa conscience, de son honneur. Donc de toutes les manières, quoi qu'en dise le droit, ce sont des moments très difficiles. Surtout pour des gens dont certains d'entre eux ont un certain âge, qui ont exercé les plus grandes responsabilités. Vous avez parlé des généraux. Il y a 9 généraux qui vont être condamnés par les tribunaux d'exception. Donc ils ont 50 ans, ils ont un peu plus de 50 ans, ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils ont marché pendant toute leur vie. Ils ont eu les carrières les plus brillantes, ça a été des grands combattants. Et à un moment, ils disent, là, on refuse, on ne marche plus. Vous avez également à ce moment-là des civils. Il y a notamment un maître des requêtes au Conseil d'État, André Jacomet, qui est numéro 2 de l'administration en Algérie, qui d'une manière très humble, dit « je ne marche plus parce que je suis pas venu en Algérie pour donner son indépendance à l'Algérie ». Il va être révoqué du Conseil d'État par le général de Gaulle. Même le régime de Vichy n'avait pas révoqué de conseiller d'État. Donc c'est violent, ce moment. Alors est-ce que le droit maintenant prévoit, est-ce qu'il existe des textes ? Oui, c'est ça, parce que... oui, pardon. Pardon. Non, bah c'est... vous avez remarqué qu'on en a reparlé ces derniers temps, en cas, parce qu'il faut toujours faire dans le spectaculaire. Si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, est-ce que certains hauts fonctionnaires ont le droit de dire non ? Alors pour les militaires, il existe un principe qui est le principe de la baïonnette intelligente. Si un ordre est manifestement illégal, c'est-à-dire par exemple que nous, on serait sous les drapeaux, qu'on nous donne l'ordre de tuer des prisonniers, on doit refuser. On a une obligation de refuser à cet ordre. Ça voudrait dire que la baïonnette intelligente est supérieure au devoir de réserve ? Et à l'obligation d'obéissance, oui. Et au devoir de réserve, tout à fait. Okay. Ça a été l'un des grands débats du procès de Nuremberg. Quand on juge certains Allemands nationaux-socialistes, on leur dit « vous ne pourrez pas vous réfugier derrière le principe d'obéissance, et le principe hiérarchique, parce qu'il fallait refuser à certains ordres ». Et quand on pense à l'Algérie française, on pense à Bastien Thierry, qui a vraiment eu l'Algérie française jusqu'au bout de sa peau. De Gaulle disait de lui qu'il pourra en faire un martyr, il le mérite. Comment Jean-Bastien Thierry est devenu un symbole de la lutte pour l'Algérie française ? Alors il est devenu un symbole parce qu'il a osé aller jusqu'au bout, à tort ou à raison, parce que de toutes les manières c'était trop tard. L'Algérie était déjà indépendante, mais il fallait en avoir du courage. Il est allé jusqu'au bout, et ce qu'on voit bien dans son procès, dans le compte-rendu d'audience du procès du petit Clamart, c'est qu'il y a un élément qu'on retrouve chez la plupart des accusés qui défilent devant ces différents tribunaux d'exception, c'est la sacralisation du territoire. On ne peut pas demander, on parlait des limites, des ordres qu'on doit refuser à un moment donné. Eh bien, pour beaucoup de militaires, lui il est ingénieur de l'armement, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir, c'est celle du territoire. Pourquoi ? Parce que qu'on soit empereur, qu'on soit roi, président de la République, on ne dispose pas du territoire, on n'en est pas propriétaire. Et donc là, on va à l'encontre des intérêts de la France en abandonnant ce territoire, en l'occurrence les 3 départements français d'Algérie, Alger, Oran et Constantine. Et ça nous renvoie à l'actualité. Si nous, tous les 3 dans ce studio, on était fonctionnaires, on était militaires, et qu'on doit participer, par exemple, à des transferts de souveraineté pour une éventuelle Nouvelle-Calédonie indépendante, on fait quoi ? Est-ce que réellement la France a le droit d'organiser des référendums successifs pour donner son indépendance à la Nouvelle-Calédonie, qui plus est avec un corps électoral qui est manipulé, trafiqué, puisque certains caldoches n'ont pas le droit de vote et ils n'ont toujours pas le droit de vote. On a repoussé la réforme leur redonnant le droit de vote. On fait quoi dans ces cas-là ? Et c'est le problème, c'est l'un des problèmes sur lesquels j'ai essayé de réfléchir dans ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelles sont les valeurs qui font que on va refuser d'obéir ? Oui, c'est très intéressant que vous fassiez le parallèle justement avec la situation en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez faire un rapprochement entre les prémices de la guerre d'Algérie et la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie ? Je pense au projet de loi constitutionnel, à la situation d'ultraviolence, aux émeutes, à la majorité kanak et à la minorité européenne, au chômage, à l'arrivée de l'armée, à l'état d'urgence. Ça va avoir des conséquences géopolitiques gigantesques. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre... Alors, bien sûr, on peut faire un parallèle. Dans les 2 cas, on a cette idée que ce soit
Alors l'Algérie, c'est autre chose, c'est de l'histoire maintenant. Mais finalement, deux conceptions de la France qui s'opposent. Une conception de la France hexagonale, et puis une conception de la France archipel. C'est que la France, elle a un message pour le monde, et que ce message, il ne peut être, ces valeurs, elles ne peuvent être propagées dans le monde qu'à partir du moment où la France a des possessions outre-mer. La France, c'est pas simplement l'Hexagone. La France, c'était aussi l'Algérie, et c'est toujours, aujourd'hui, j'espère pour toujours, la Nouvelle-Calédonie. Donc dans les deux cas, c'est l'idée, parce que c'est éloigné du territoire national, de l'Hexagone, eh bien, finalement, on doit traiter ces territoires par prétérition. C'est la première chose. Le deuxième rapprochement qu'on peut faire, évidemment, c'est le référendum. Le référendum, quand on le gagne, évidemment, on dit c'est la démocratie directe, c'est génial. Le référendum aussi, il divise, et le général de Gaulle s'est appuyé sur 2 référendums pour bien marquer la fracture entre la France métropolitaine qui vote pour l'indépendance et les pieds noirs d'Algérie qui votent évidemment pour le maintien dans la France. Le risque avec la Nouvelle-Calédonie, c'était la même chose. Troisième élément, mais je m'arrête là, c'est le traficotage du corps électoral, puisque pour le deuxième référendum sur l'Algérie, les pieds noirs n'avaient pas le droit de voter. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a vu le même type de manipulation avec les caldoches. Allez, quatrième, je m'arrête là, rapprochement, c'est les minorités agissantes. En Nouvelle-Calédonie, la grande majorité des caldoches et des kanaks sont favorables, veulent rester français. Ouais. Mais il suffit de quelques personnes, et c'est le FLN, en Algérie, c'est la même chose. Des minorités agissantes, violentes, qui parviennent à leur fin. Ramin Belsis, il nous reste 2 minutes. Pourquoi est-ce important de se souvenir de cet épisode de l'histoire française qui n'a pourtant pas été vécu par la majorité des Français à l'heure actuelle ? C'est important parce que c'est notre histoire, d'abord. C'est l'histoire de France. C'est 132 ans de présence qui se terminent en juillet 1962. Donc ça nous rappelle que la France, ses frontières évoluent. Ça nous rappelle également que, à tout moment, une partie du territoire national peut être contestée par des forces d'opposition, et que donc ça nous rappelle que le territoire, si on veut le conserver, il faut qu'il soit sacré. Il faut que rien ne fasse qu'on puisse même avoir dans l'idée d'y renoncer. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, monsieur.